Troisième et dernière partie de ce chapitre sur les polynômes. Donc on va maintenant voir comment ça se passe. On va maintenant voir comment ça se passe pour factoriser un polynôme dans l'ensemble des réels. Un polynôme à coefficient réel. Donc le théorème est ici. Vous allez voir qu'il est plus compliqué que dans le cas des complexes. Je considère P un polynôme de degré n. Il existe alors plusieurs choses. x1, xk, p1, pl, q1, ql des réels. Alpha 1, alpha k, bêta 1, bêta l des entiers. Et qui vérifie que la somme de tous ces entiers, donc la somme des alpha i plus 2 fois la somme des bêta i, égale n, telle que la forme de la factorisation de mon polynôme sur R va être ainsi. Je vais avoir des termes de la forme, petit a, coefficient dominant, x moins x1 puissance alpha 1, x moins xk puissance alpha k, donc ça ressemble à la factorisation dans C. Donc dans C d'ailleurs, avec que ce genre de termes, c'était beaucoup plus simple. Ça va correspondre aux racines de mon polynôme. x1, x2, xk vont être des racines de mon polynôme. Mais je vais avoir d'autres termes. Je vais aussi avoir des termes qui vont être des polynômes de degré 2, puissance quelque chose, donc ici x2 plus p1x plus q1 puissance bêta 1, jusqu'à x2 plus plx plus ql puissance bêta l, il peut en avoir plusieurs. Et ce qui ont de particulier ces polynômes de degré 2, c'est qu'ils n'admettent pas de racines réelles, sinon ils auraient été englobés là-dedans. C'est-à-dire que ces polynômes de degré 2 ont un delta, un discriminant strictement négatif. D'accord ? Donc pour la décomposition sur R, la forme est plus compliquée que pour la décomposition sur C. Je vous rassure, d'ailleurs c'est aussi le cas pour le théorème dans C, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur ce théorème, ce que vous devez c'est retenir la forme de décomposition pour être capable après justement de le faire, de factoriser dans R et dans C sans vous tromper. Donc rien de mieux qu'un exemple pour voir comment ça fonctionne. Donc on va faire cet exemple, et cet exemple il s'appellera exemple 9, je vous en dis juste deux mots. Donc quand on voit ce polynôme, ce que j'ai, c'est que j'ai une partie donc, qui correspond aux racines, donc ici j'ai 1 qui est une racine de multiplicité 2, et ici j'ai une partie qui est un polynôme de degré 2, dont le discriminant de delta est strictement négatif. Deuxième exemple aussi pour voir comment ça fonctionne, qui s'appellera ici exemple 10, et donc vous avez le même genre d'idée, vous allez avoir ici 1 qui est une racine de multiplicité 1, moins 3 qui est une racine de multiplicité 1, et vous allez voir ici un polynôme de degré 2, x au carré plus 1, dont le discriminant de delta est strictement négatif, et donc il n'a aucune racine réelle. Dernière partie de ce cours, dérivation des polynômes. Alors qu'est-ce qu'un polynôme dérivé ? Je vous rassure, si vous avez dérivé une fonction polynôme, c'est pareil. Donc je considère P un polynôme qui est écrit ici, un coefficient dans K, donc soit réel, soit complexe. On va noter P', le polynôme dérivé de P. C'est un polynôme aussi à coefficient dans K, réel ou complexe, défini par la chose suivante. Donc comment vous dérivez ? De façon classique, dérivé de A0, ça ferait 0, donc il disparaît. Dérivé de A1 fois x, ça fait A1. Dérivé de A2 fois x au carré, ça fait 2A2 fois x, etc. Dérivé de AN fois x puissance n, ça fait n à n fois x puissance n-1. Donc si vous savez déjà dériver, c'est pareil. Donc l'objet polynôme se dérive pareil que la fonction polynôme. Une propriété qui en découle immédiatement, si on regarde bien, si j'ai un polynôme de degré n, quand je vais dériver, le degré de mon polynôme dérivé va diminuer de 1, et ça va être n-1. Ce genre d'observation, ça va nous être utile, notamment quand on va au semestre 2 calculer des intégrales et des primitives de fonctions. Je vous en dirai plus à ce moment-là. Je peux observer que si j'ai un polynôme, le polynôme nul ou un polynôme de degré 0, alors sa dérivée, P' vaut 0. Dérivée d'une constante, ça fait 0. Et autre formule classique que vous connaissez, dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Dérivée d'un produit, attention, ce n'est pas le produit dérivé, c'est P'Q plus PQ'. Et quand je multiplie un polynôme par une constante et que je le dérive, ça va donner lambda fois la dérivée de P. Donc que des formules classiques que vous connaissez déjà ici pour le coup. On peut aussi voir des dérivées d'ordre supérieur, ça correspond à quoi ? Je considère toujours un polynôme, un coefficient dans K, réel ou complexe. Je vais appeler polynôme dérivé d'ordre K de P, qu'on va noter P puissance K, alors avec des parenthèses autour. Le polynôme à coefficient dans K défini par la relation de récurrence suivante. En fait, ce que je vais appeler P seconde, alors on note P seconde au lieu de P parenthèse '2 en général, c'est P''. P parenthèse 3, c'est P seconde que je dérive encore une fois. Et de façon générale, la dérivée Km de P, ça va être la dérivée de la dérivée K moins unième de P. D'accord ? Du coup, petite propriété en lien avec ça aussi, ce qu'on obtient, c'est que si je prends P et Q deux polynômes, n en entier naturel et lambda une constante, la dérivée n-ième d'une somme, c'est la somme des dérivées en nième. Pas de problème, il n'y a pas de piège. La dérivée n-ième, quand je multiplie par une constante, pareil, pas de piège, je sors la constante, c'est la dérivée n-ième de mon polynôme P fois la constante lambda qui est ici. Pour le produit pour la dérivée n-ième d'un produit, comme pour la dérivée d'un produit, ça ne va pas être le produit dérivé n-ième,
je vais voir ce qu'on appelle la formule de Leibniz qui est ici, qui vous dit que la dérivée énième du produit P fois Q, ça va être la somme pour k allant de 0 à n de mes coefficients binomiaux Cnk ou k parmi n, dérivée km de P fois dérivée n moins km de Q. Si vous pouvez observer que ça ressemble à la formule de la formule du binôme de Newton quand vous calculiez a plus b à la puissance n, qu'on utilisait notamment quand on a linéarisé des polynômes trigonométriques. Bon oui, il y a un lien très fort entre les deux, hein, c'est vraiment très très proche, la formule de Leibniz et la formule du binôme de Newton. Alors une petite remarque pour vous rassurer, vous n'avez pas besoin de connaître ces formules par cœur, je vous l'ai mis pour être complet. On ne va pas vraiment utiliser la formule de Leibniz à d'autres niveaux, mais je vous l'ai mis pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et sachez d'ailleurs que ça ne marche pas que pour les polynômes, mais pour les dérivées énièmes de fonctions de façon générale. Alors pour terminer, du coup, les formules de Taylor. Formule de Taylor, je vous dis tout de suite quelque chose, c'est qu'on va les revoir au semestre 2, qu'on va voir les développements limités. Alors, que nous disent les formules de Taylor? On va voir ça tout de suite. Je prends P un polynôme de degré n, et je prends x0, un élément quelconque de mon K, qui est soit les réels, soit les complexes. On va alors avoir la formule suivante, qui est que quand je vais calculer ici mon polynôme P, je peux l'écrire sous la forme P calculant x0 plus la dérivée P' calculant x0 sur factoriel 1 facteur de x moins x0 plus la dérivée seconde calculant x0 sur factoriel 2 facteur de x moins x0 au carré plus etc. La dérivée énième en x0 sur factoriel n fois x moins x0 puissance n. Vous pouvez écrire de façon plus simplifiée avec cette notation ici. Je vous rappelle que cette notation sigma, ça veut dire une somme. Donc ça, c'est rien d'autre que ce que j'écris ici avec les 3 petits points. Je peux l'écrire ici de façon abrégée avec la notation sigma. En fait, on verra au semestre suivant que cette formule de Taylor se généralise pour des fonctions autres que des polynômes. On aura juste un terme de reste. Bon, on verra ça au semestre 2. À quoi sert cette formule de Taylor ici? Juste, elle permet de prouver ce théorème. Donc c'est pareil, je vous rassure, on n'a pas besoin de casser de formule de Taylor, on ne va pas l'utiliser. C'est juste pour montrer d'où vient ce théorème que lui, on va beaucoup utiliser par contre. Donc ce théorème, c'est une conséquence du théorème précédent, des formules de Taylor, et il vous dit la chose suivante. Si je prends A, un élément quelconque, donc soit réel, soit complexe, ça dépend dans quel espace je me situe pour mes polynômes, et M un entier naturel, je vais pouvoir dire que A est une racine d'ordre M de P, on dit ordre ou multiplicité, j'ai oublié de préciser qu'on avait les deux notations se disaient, donc A est une racine d'ordre M ou de multiplicité M de P, si et seulement si, je peux dire que P s'annule en A, cette définition de racine, mais aussi P' de A vaut 0, jusqu'à P dérivée M-1 de A vaut 0, mais par contre la dérivée M de A est différente de 0. Ce théorème, il va surtout nous être très utile en pratique, et comme d'habitude pour ce qui est pratique, le mieux c'est un exemple pour comprendre. Donc ce polynôme, on va voir sur une vidéo qui s'appelle exemple 11, qu'on peut le factoriser de cette façon-là. Ça termine ce chapitre sur les polynômes, et du coup, on verra, le prochain chapitre, ce sera les décompositions en éléments simples, et puis de façon plus générale, les fractions rationnelles.